Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent le Meeple Vert pour le débrief ludique de la semaine, c'est lundi, 20h. Ensemble, on va parler des jeux de société auxquels j'ai joué pendant la semaine qui vient de s'écouler. Bienvenue à tous, installez-vous. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à venir sur Twitch, c'est tous les lundis soirs à 20h. Si vous regardez cette vidéo sur Twitch en direct, n'hésitez pas à aller sur YouTube pour retrouver tous les replays, puisqu'ils sont tous sur YouTube. Alors bienvenue, on va commencer tout de suite pour aller voir un petit peu les jeux auxquels on a joué sur la page de MyLudo, comme d'habitude. On va pas changer. Hop, voici la page des tendances MyLudo. Le premier jeu que je voulais vous présenter, Panots. Panots, c'est une toute petite boîte, comme ici. Panots, qu'est-ce que c'est? Alors, il faut savoir que les panots, ce sont en fait des espèces de carreaux de ciment qui sont sur les trottoirs en fait de Barcelone. Et bien là, la mécanique, c'est qu'on va essayer de reconstruire les trottoirs de Barcelone, tout simplement avec des petites cartes de ce style-là. C'est des espèces de dominos qu'on va devoir agencer tout simplement pour essayer de réaliser des petits objectifs. Donc la contrainte de pose est toute simple, il va falloir qu'on respecte soit la forme, soit la couleur pour poser des dominos adjacents. Là vous voyez qu'il y a une fleur rouge avec une fleur rose. La condition est respectée puisque ce sont deux symboles identiques. Là on voit qu'il y a un symbole comme celui-ci et une espèce de spirale. Les deux symboles ne sont différents mais la couleur est identique, ça passe. On va devoir essayer donc d'agencer nos cartes dominos de façon à réaliser des objectifs qui sont mis en place aléatoirement en début de partie. Avec ces petites cartes comme ça, on va placer vraiment par-dessus des tout petits punch de motifs ou de couleurs. Donc ça va changer à chaque fois au niveau de la partie. Comment ça va se dérouler? Très simplement, on va avoir un paquet de cartes et à notre tour de jeu on va prendre la première carte de notre paquet et on va la poser au centre de la table en sachant qu'il y aura toujours une carte supplémentaire. Et donc une fois que tout le monde en simultané pose sa carte au centre de la table, et bien à ce moment-là, il va falloir se précipiter pour choisir la carte qui est disponible, enfin une des cartes qui est disponible, afin de la poser sur notre espace de jeu. Toujours pareil, en respectant les contraintes et en essayant de réaliser des objectifs pour marquer des points. C'est ultra nerveux, assez rapide en fait, parce que tout le monde en simultané, on dévoile la première carte de notre paquet, on la pose au centre de la table, et là, elles sont disponibles pour tout le monde. Donc c'est le premier arrivé, premier servi. Donc il va falloir réfléchir ultra vite en essayant de prendre la bonne carte pour faire donc les points. Assez un petit peu chaotique, hein, je dois avouer sur nos parties qu'on a fait. C'est pas si facile que ça. La mécanique est ultra simple, hein, je viens de vous l'expliquer. Mais alors par contre, pour essayer de réaliser les objectifs, de poser la bonne carte au bon endroit pour que ça matche et déjà que la contrainte soit respectée, vraiment, en fait, tu te précipites sur une carte, mais au final, quand tu l'as dans la main, que tu dois la poser sur ton espace de jeu, ce n'est plus du tout aussi facile que ça. Donc c'est très très rigolo, c'est très simple, c'est une toute petite boîte comme ça. Je peux vous montrer vite fait peut-être une carte ou deux, afin de voir un petit peu ce que ça peut donner. Voici par exemple les cartes. Donc il y a tout un tas de symboles et donc également de couleurs qu'on va devoir tout simplement essayer d'agencer sur notre espace perso. Hop là, j'ai fait tomber un petit truc. Je le ramasse parce que sinon après je vais pas y penser et je vais le perdre. Alors c'est les petits jetons en fait, ça va nous permettre de compter les points à la fin de la partie sur ce petit tableau. Voilà pour Panots, très sympa, très rigolo, voilà, assez frénétique, c'est un petit peu le bazar, on prend des cartes en pensant que c'est la bonne carte qu'il nous faut, mais en fait, pas du tout, c'est très rigolo. Ça fait un peu, effectivement, des jeux des livres, ça fait un peu penser à Mix Art, effectivement, où on a un petit peu les mêmes sensations, c'est-à-dire qu'on va devoir prendre des cartes, mais en tout cas dans Mix Art, on a toutes nos cartes, on va devoir essayer de les agencer pendant 1 minute 30. Là, c'est vraiment
tous en simultané, tu poses une carte et tu te sers dans celle que tu penses être la mieux. Et on a ces 10 cartes ou 9, je sais plus, enfin on a une petite dizaine de cartes, pas plus. Donc c'est des parties qui durent pas très longtemps, hein, à la limite, on va dire à peine 10 minutes de jeu. Donc voilà, ça se joue. Il y a un mode solo, je n'ai pas essayé, de 1 à 7 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 10 à 20 minutes. Voilà, c'est tout à fait ça, même un peu moins de 10 minutes, ça peut quand même aller assez très vite. Tout dépend, parce qu'après tu peux te retrouver, nous il y a eu des moments où on s'est retrouvé un petit... On prend une carte et puis en fait on est un petit peu embêté parce qu'on sait pas trop vraiment comment la poser. Mais c'est ça qui est drôle en fait. C'est le côté frénétique et puzzle game un peu. Donc c'est sorti le 30 janvier aux alentours de 13,95€. C'est un jeu donc édité par Too Bad Game et en français par Zacatrus. C'est un jeu de Nico Cardona et illustré par Juan Giancosa. Voilà pour Panots. Le prochain jeu, c'est un jeu qui est assez aussi délirant. That's Not a Hat Incognito. C'est la 3e édition de That's Not a Hat. Après la première boîte, la rose, il y a eu la version verte pop culture. Et bien là, voici qu'arrive la 3e boîte, Incognito. Ce qui va changer, il y a pas mal de choses qui vont changer. Ça va vraiment renouveler un petit peu l'expérience de That's Not a Hat. C'est-à-dire qu'on va avoir toujours un petit peu, c'est le même principe, la même mécanique, c'est-à-dire qu'on a des cartes devant nous qui sont au début face découverte, par exemple comme celle-ci, je ne sais pas si on va voir correctement, je vais me remettre là, comme ça. Par exemple, voilà, au début de partie, on a une carte comme ça devant soi, tout le monde la connaît, tout le monde la voit, il va falloir s'en souvenir. Le principe quand c'est à mon tour de jeu, au début de la partie, eh bien, j'ai cette carte-là, je la retourne, donc plus personne ne la voit, et je vais la faire passer à mon voisin en disant, non pas je t'offre tel objet, mais on va dire, eh bien, tiens, salut, je suis un joueur de baseball, par exemple pour cette carte-là. Et donc je la fais passer à mon voisin dit, salut, oui, je l'accepte ou non je l'accepte pas, je sais plus exactement la formule, mais en fait c'est le même principe, sauf que je t'offre un truc, c'est non, je suis telle personne. Et donc en fait la personne suivante, une fois que ça va revenir à son tour de jeu, eh bien, si elle a cette carte-là, si elle s'en souvient, forcément elle est face cachée. Si elle se souvient, elle peut très bien dire, eh bien salut, je suis... Il pourrait par exemple nommer un joueur de baseball célèbre. Bon là, moi je n'en connais pas, donc je vais dire, bien salut, je suis un joueur de baseball, par exemple. Mais il y a plein de cartes qui peuvent vraiment, qui peuvent être à interprétation différente. Par exemple, celle-ci, je pourrais quand je la passe, je dis, salut, je suis Alain Prost. Tout simplement. Le joueur suivant, il pourrait dire, ok, c'est une variante expert qui doit obligatoirement changer de nom. Le prochain joueur dirait, eh bien salut, je suis Ayrton Senna, par exemple. Voilà. Un joueur qui a peut-être un petit peu plus de mal avec les noms pourrait dire, salut, je suis un pilote de voiture de course, ou de Formule 1. Voilà, etc., etc. Ça, c'est plus ou moins la seule chose qui change. Après, libre à chacun de dire, ok, je suis d'accord avec toi, ou ok, je suis pas d'accord. À ce moment-là, on retourne, on regarde si c'est toujours en rapport. La différence également qu'il peut y avoir avec le That's Not a Hat, c'est que vous allez retrouver toujours les cartes. Donc voilà, celle-ci, je le passe à mon voisin de gauche, voilà, ou à mon voisin de droite. Mais il y a également des cartes qui vont dire, je le passe à n'importe quel voisin. À gauche, à droite, ou même en face, où je veux en fait. C'est moi qui décide à qui je passe cette carte-là. Voilà. Donc il y a ces petits moyens supplémentaires mémotechniques en fonction des personnages, où c'est souvent des personnages de toute façon qu'on peut interpréter, mais on peut très bien aussi les interpréter tout à fait littéralement, c'est-à-dire par exemple là, salut, je suis un prisonnier. On pourrait citer un prisonnier célèbre, si tant est qu'on en connaisse. Voilà pour That's Not a Hat Incognito. C'est toujours aussi compliqué. Voilà, je pense que les plus jeunes sont beaucoup plus forts que nous à ce genre de jeu.
Et il est tout à fait adapté donc aux plus jeunes parce que au lieu de citer, on va dire, une personnalité ou un personnage célèbre ou de fiction, on pourrait très bien dire littéralement je suis un personnage avec un chapeau et une moustache, hein, par exemple pour cette carte-là qui serait présentée. Il n'y a pas de restriction, c'est juste après vous adaptez. Là sur la boîte ils disent à partir de 12 ans. Bon, je pense que les plus jeunes peuvent jouer aussi, hein, c'est rigolo. Ça marche plutôt bien, mais vraiment c'est super compliqué. Moi je n'y arrive pas, parce qu'il suffit que je retourne ma carte et que je la donne à quelqu'un, et je ne me souviens déjà plus de quelle carte je viens de donner. Je pense qu'on est un petit peu tous dans le même cas. Alors, Anto qui nous fait son expert de baseball en citant Gio DiMaggio. Eh bien, je ne le connais pas. Pour le baseball. Voilà. Eh bien, écoute, moi, je me contenterai de « Salut, je suis un joueur de baseball. » Alors, hop. Donc, il a une seule note de 1. C'est pas très, très sympa. Donc That's Not a Hat Incognito, c'est toujours chez Ravensburger, un jeu de Casper Labs et Johan Servet, illustré par Easy Draw It, un studio d'illustrateurs. Je suis un peu embêté, j'ai pas assez joué pour le noter, on n'y a joué que à 2, ça marche très très bien à 2, il n'y a aucun problème, hein. Mais bon, je vais pas le noter parce que bon, pour l'instant, voilà, j'ai pas encore assez fait de partie. En tout cas, c'est sûr que ça mérite pas une note de 1, si vous aimez That's Not a Hat, c'est sûr que vous aimerez That's Not a Hat Incognito. Est-ce que vous avez déjà joué à That's Not a Hat? Et est-ce que vous avez aimé? Et est-ce que vous êtes costaud à ce genre de jeu? Ah oui, tu dis 5 pour la note. Oui, je pourrais lui mettre 5. Allez, je vais lui mettre 5 en attente. Comme ça, ça va lui augmenter un petit peu sa moyenne. Voilà, on passe à 3. Le jeu suivant, Snowcrest. Snowcrest, c'est donc sorti le 17 janvier aux alentours de 40€. Un jeu qui est édité par Grail Games et en français c'est Matago qui s'occupe de la localisation. C'est un jeu de Philippe Dubarry et illustré par Kerry Aitken. C'est superbement illustré, c'est vraiment magnifique. Le matériel avec tous les tapis qu'on voit ici, donc c'est vraiment des tapis qui sont en tissu. Les cartes sont de très très bonne qualité et toutes les illustrations sont vraiment superbes, magnifiques. Par contre, bien je dois vous avouer que j'ai pas spécialement accroché. C'est pas mauvais, mais je suis peut-être passé un petit peu à côté, je me suis pas ennuyé, mais j'ai trouvé ça un peu plan-plan, j'ai pas senti de réel challenge avec ce jeu-là. Il me manque quelque chose, où j'ai pas trouvé les actions ou les objectifs très, en tout cas valorisants si on arrive à les faire. Beaucoup de choses avec pas mal quand même d'opportunisme sur certaines cartes et certains objectifs. En ce qui est au niveau de la mécanique, c'est assez simple. En fait, c'est une espèce de tableau building qu'on va construire donc avec ces cartes, soit qu'on a dans la main qu'on va devoir poser, qu'on va devoir payer pour les poser, ou dans une espèce de rivière de cartes qu'on va pouvoir également prendre dans la rivière en les payant et pour les poser dans notre tableau building, en tout cas dans notre plateau perso. Il y a des choses que j'ai trouvées pas forcément nécessaires. Par exemple, ces bâtiments-là. Bon, est-ce que c'était réellement utile de s'encombrer avec les bâtiments qu'on construit? Ça nous permet d'avoir des ressources. Pareil, les cartes en main, ça nous permet de les défausser pour avoir des ressources. Mais je sais pas, j'aurais peut-être plus vu... Enfin, je vais pas réinventer le jeu, mais il y a des choses qui m'ont... J'ai dit, ouais, pourquoi avoir fait ça et pourquoi ne pas avoir fait ça? Peut-être j'aurais plus vu ce jeu-là en espèce de peut-être deck building. Ça m'aurait peut-être plus convaincu que cette espèce de tableau building avec ces jetons bâtiments. Il y a des jetons d'augure, donc soit bonnes, soit mauvaises, qui vont nous permettre de gagner ou perdre des points. Avec il y a un petit peu il y a de la gestion de ressources également, puisque les cartes qu'on va poser, qu'on va activer, ça va nous permettre de gagner des ressources ou de faire des actions. Mais voilà, je suis un peu mitigé. Donc pour l'instant, je vais lui mettre une note de 5. Je suis pas sûr que ça aille en dessous,
de 5. Est-ce que ça ira au-delà de 5? Je sais pas, il faut que j'y rejoue. Il y a un truc quand même, hein, c'est quand même, il y a un truc sympa. Déjà, l'univers, nous sommes donc des moines enfin, c'est pas réellement dit comme ça, mais genre, on est des animaux moines au Tibet, on est dans des temples à la montagne, dans l'Himalaya. Ça, c'est moi qui l'imagine. Et donc, on va devoir tout simplement récolter des champs pour avoir de la nourriture. On va devoir également prier pour avoir des bols d'offrandes pour faire des offrandes aux dieux. On va devoir également fabriquer des cloches pour tout ce qui est en fait pareil un petit peu par rapport à la religion, pour la prière, etc. Donc il y a de la gestion de ressources, du tableau building, et en fait ce que ça s'apparente presque à du deck building, mais c'est pas du deck building, et c'est ça peut-être qui m'a un petit peu réfréné dans mon enthousiasme de découvrir ce jeu, mais je vais vraiment y rejouer, et je pense que, allez, à la limite ça pourra peut-être monter à 6, mais je suis pas sûr que ça aille plus que ça. C'est beau, le matériel est superbe, mais il m'a manqué quelque chose. Dire quoi? Je sais pas vraiment l'expliquer. Je suis peut-être passé à côté de notre partie, à rejouer, peut-être dans d'autres conditions, voire peut-être des fois, hein, il suffit qu'on fasse une partie, qu'on est fatigué, on n'est pas dans le truc, on passe à côté. C'est peut-être le cas pour ce jeu-là, en tout cas je vous en reparlerai une fois que j'en referai une partie, c'est sûr qu'on y rejouera. Voilà pour Snowcrest. Est-ce que vous avez déjà joué à Snowcrest? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce qu'il vous donne envie? Dites-moi. Salut la ZDJ, bienvenue, coucou. Alors, je sais que la ZDJ, Gaëlo et Chico, ils ont fait une vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir sur YouTube. Leur vidéo de règles est partie, et je sais que eux, ils ont beaucoup aimé en fait Snowcrest, pour ne pas citer Snowcrest. Voilà, ça c'était obligé que je le dise, hein, Chico, je suis désolé. Hein. Mais effectivement, ils ont beaucoup aimé. Tu nous dis, il mérite 7. Ben écoute, moi j'irai pas du tout jusqu'à 7. Au pire, enfin au mieux même, ça sera peut-être un 6. Je suis pas sûr que ça aille un 6,5, mais pas au-delà. Là c'est sûr. Je suis passé à côté, après voilà. Peut-être qu'en refaisant une partie, ça ira mieux. Mais pas plus, voilà. Et Sophie, toi aussi pareil, est-ce que tu as joué? Est-ce que tu es étonné de mon 5? Bah ouais. Pour l'instant... Alors oui, alors je passe les détails de la mécanique. Hein. En fait, voilà, vous allez vous allez payer une carte pour pouvoir la jouer. À chaque fois, vous allez activer en fait son action ou son revenu de ressources. Une fois que 3 cartes sont alignées orthogonalement ou même en diagonale, vous êtes obligé de faire une phase de repos, c'est-à-dire que vous allez devoir retourner toutes vos cartes de face visible pour pouvoir les réactiver par la suite. Donc ce dilemme constant, action ou ressources. Ouais. Bon, à rejouer, je vous en reparlerai une prochaine fois, c'est sûr. Le prochain jeu, Spectacular, c'est un petit peu la même chose. Sauf que là, j'en ai refait plusieurs parties. Première partie, il m'a manqué quelque chose. Je suis peut-être aussi un petit peu passé à côté. Je dis, ok, pourtant, c'est mon type de jeu. Pose de tuiles et gestion de dés, avec de la pose de dés également sur ces fameuses tuiles. Première partie, je vous avoue que c'est pareil, je suis un petit peu passé à côté, j'ai pas trouvé ça... Il me manquait quelque chose, surtout au niveau des dés, il y a un seul lancer de dés pour toute la partie de notre côté, et il n'y a pas de relance. C'était un petit peu bizarre. On a rejoué parce que vraiment je sais que ce jeu-là, en fait, il coche pratiquement toutes les cases pour moi, parce que j'adore ça. Les jeux avec des tuiles, et en plus il y a des dés, il serait été un roll and write, ça aurait été le bingo. Mais là, non, c'est vraiment de la pose de tuiles et de la pose de dés sur ces tuiles. En plus, il y a une espèce de petit draft, c'est-à-dire qu'on a une tuile spéciale où on va poser des tuiles et des dés dessus et qu'on va se drafter.
en plus de notre réserve personnelle de tuiles et de dés. Le but c'est tout simplement de recréer sur notre espace perso en fait un parc animalier où on va accueillir dessus tout simplement ces tuiles là qui sont représentées par des animaux et un type de terrain. Il va falloir faire le plus grand terrain possible pour marquer le plus de points en fonction des valeurs de dés et également faire un espèce de petit parcours avec l'entrée de notre parc et tous les dés qui sont connectés, on va les scorer également. Il se joue de 1 à 6 jours à partir de 10 ans, des parties d'environ 20 à 30 minutes. C'est assez rapide en fait. La première partie, peut-être, on a mis peut-être un petit peu plus de 30 minutes. Et les autres parties, on a fait beaucoup plus rapidement. 20 minutes, ouais, franchement, c'est très très rapide. Et bien, voilà, j'ai rejoué. Et je suis convaincu que Spectacular est tout à fait le jeu qui me plaît vraiment beaucoup. Donc je vais aller hop là jusqu'à 7. Pour moi, Spectacular, voilà, je suis convaincu. Cette pose de tuiles et ce draft de tuiles, de savoir à quel moment je vais prendre cette tuile de couleur avec cet animal particulier et à quel moment je vais prendre la couleur, le dé de la couleur correspondante avec la bonne valeur qu'il va me falloir au bon moment, c'est très malin. C'est une mécanique relativement assez simple, c'est vraiment pas compliqué. La réflexion, c'est pareil, c'est pas super stratégique, mais quand même un petit peu. Et bien moi, ça me convient tout à fait. Je trouve ce jeu plutôt pas mal. C'est un jeu donc chez Chili Fox Game. Localisé en français par Matago. C'est un jeu de Asmund Svensson et Elif Svensson et illustré par Germund Bone. Voilà pour les auteurs et illustrateurs. J'espère que je les ai bien prononcés. Mais c'est dommage qu'il n'y a pas de photo. Alors je l'ai là, je pourrais peut-être vous montrer le dos de boîte. Oui, si, on voit bien le dos de boîte. Alors voyons le dos de boîte. Hop là, vous voyez. Donc ça c'est votre plateau perso avec donc votre zone où vous allez créer en fait votre parc. Et là ça c'est une espèce de tuile où vous allez en fait déposer en début de manche les tuiles et les dés que vous allez drafter en fait entre chaque joueur. Et au fur et à mesure, donc vous allez choisir une tuile de cette tuile de draft et une tuile ou un dé de votre réserve personnelle. Une fois que tout le monde a fait ça en simultané, on les place sur notre zone pour essayer de faire donc, comme je vous disais, des zones de même type de terrain, c'est-à-dire de même couleur. Et sur ces zones, sur ces tuiles, on va y placer des dés de la même couleur avec des valeurs particulières suivant le type Ah, tu vois, ok, alors, hop, comme ça peut-être c'est mieux. Voilà. Tant que la mise au point se fait. Voilà, vous voyez mieux comme ça. Donc ça c'est votre plateau perso. Sur le côté ici c'est votre réserve personnelle avec votre pool de dés et votre réserve de tuiles que vous allez au fur et à mesure dévoiler pour pouvoir les choisir. Et ici là c'est la tuile que vous allez drafter avec les tuiles de terrain et les dés également que vous allez drafter. Une fois que tout le monde a drafté, on prend les tuiles qu'on a choisies ou les dés et on les pose dans notre espace perso. Pour l'instant on n'a pas encore découvert la version avec les objectifs. Il y a également des tuiles objectifs qui peuvent être rajoutées pour apporter encore un petit peu plus de profondeur. Je pense qu'on va vite y venir, mais en tout cas voilà, moi je suis convaincu par Spectacular. C'est pour ça que souvent dans des jeux peut-être pas s'arrêter à une seule partie et tenter de refaire plusieurs parties pour vraiment avoir en fait un avis pas définitif, mais voilà, chose qui pour l'instant pour Snowcrest c'est pas le cas, donc il faut que je rejoue. Mais Spectacular, voilà, la première partie j'ai été un petit peu mitigé et au fur et à mesure voilà, moi j'ai très envie d'y rejouer, surtout qu'en plus vous voyez, je vous l'ai dit, c'est des parties qui sont relativement assez courtes et assez rapides, donc voilà, c'est pas des parties trop longues, donc c'est beaucoup plus, en tout cas, accessible. Et voilà, un 7, c'est plutôt pas mal. Je suis pas sûr qu'il aille au-dessus. Mais en tout cas, voilà, si vous aimez les jeux de pose de tuiles et de gestion de dés, avec les dés que vous allez poser sur les tuiles, Spectacular, je pense que vous pouvez le tester. Vous ne serez, à mon avis, pas déçu. En tout cas, moi, du coup, je ne le suis pas.
Donc j'ai dit auteur, illustrateur, voilà pour Spectacular. Le prochain jeu que nous allons parler, c'est un jeu complètement délirant, un jeu complètement d'ambiance. Oh My Pigeon. Alors on y a joué à 2, on y a joué à 4. C'est le jeu complètement débile et ça marche très bien. Voilà, c'est vraiment pas compliqué, mais pendant... Alors là, ils disent une partie de 30 minutes. Non, ça dure pas 30 minutes, une partie ça dure... Mais un quart d'heure, mais grand maximum en fait. Si jamais tu en fais 2 ou 3, oui, ça peut durer 30 minutes, mais... C'est le jeu, vraiment, le jeu à la con, en fait, du moment. Et ça marche très bien. C'est pas du tout prise de tête. C'est... Voilà, c'est bête. Mais en tout cas, ça n'a pas été fait. Vous avez chacun devant vous, en fait, un banc qui est représenté par ça. Dessus, en début de partie, vous allez mettre 3 pigeons. Et ces pigeons-là, ce sont les petites figurines qui sont là. Vous allez en mettre 3 sur votre banc. Le but, c'est de remplir tout simplement son banc, de compléter les emplacements avec des pigeons. Je vais avoir 3 cartes en main à mon tour de jeu. Tout simplement, je vais jouer une carte de ma main et je vais appliquer son effet. Les effets, ils sont multiples. Ça va être tout simplement de voler des pigeons. Ça va être de prendre des pigeons de la réserve. Ça va être de faire défausser des pigeons à un de mes adversaires. Ça va être également d'échanger les bancs avec les joueurs, ou alors que ça pivote, que chacun tourne le banc avec son voisin de gauche par exemple. Il y a également la carte où on doit lancer le dé. Le dé, ça va permettre de voler des pigeons à un adversaire. Ça va permettre également de rapatrier des pigeons qui sont sur la place principale sur notre banc. Mais ce qui est rigolo aussi, et qui est certainement le plus rigolo, c'est que il y a également la phase de dé où c'est la fiente de pigeons. Tout simplement, on va prendre le dé, on va le mettre sur le côté de notre banc et on va faire une pêche nette en essayant de dégommer les pigeons sur le banc d'un adversaire. Et c'est tout. Et ça marche. Et c'est rigolo. C'est fun. La boîte est quand même assez grosse en fait, hein, vraiment pour le jeu que c'est. Franchement, bon, il est aux alentours de 17,90 €. Donc la boîte est quand même relativement assez grande. En plus, je sais pas si on va le voir, mais elle est un petit peu foiled, donc déjà, voilà, c'est rigolo. Vraiment, les illustrations avec tous ces pigeons, c'est super drôle. Et les pigeons qui sont à l'intérieur, je vais vous les montrer quand même, parce que c'est vraiment le jeu avec son matériel qui est rigolo. Hop là. Voilà, alors pareil, si tu veux, Chico, je vais repasser en vue comme ça, un gros plan, et je vais vous montrer le gros plan du pigeon. Je sais pas si ça va faire la mise au point, peut-être pas. Voilà, un pigeon, ça fait pas la mise au point, mais c'est pas grave. Donc vous vous retrouvez avec 3 pigeons sur votre banc. Le but du jeu, c'est de remplir votre banc avec ces pigeons. Donc le dé, voilà, par exemple. C'est clairement un jeu, c'est pas un jeu de pichenette, mais c'est un jeu d'ambiance. C'est rigolo, c'est vraiment pas prise de tête, ça n'a aucune prétention. Et voilà, il fait le taf, il fait le job pour la proposition. Mais voilà. Pour Oh My Pigeon, le jeu qui va vous plumer. Donc c'est l'avantage, c'est qu'il se joue jusqu'à 5 joueurs, voilà. Alors sur la boîte, ils disent bien 15 minutes de partie. Hein. Donc là, 30 minutes, non, c'est pas possible. À partir de 8 ans, clairement, si l'enfant il sait jouer, il sait lire, il peut jouer. Hein. Les cartes, il n'y a pas énormément de texte dessus. C'est vraiment pas compliqué du tout. Il n'y a pas une question de rapidité ou quoi que ce soit. Donc à ton tour de jeu, si l'enfant il sait pas trop lire, il peut très bien prendre son temps. Hop, pareil, si je me mets comme ça, typiquement, voilà une carte, hein, un exemple de carte. Hop, tous les joueurs avec 3 pigeons au moins en attirent 2 du groupe. Voilà, pour une carte. Voilà la carte qui te permet, Oh My Pigeons, de lancer le dé, attirer les pigeons ou lancer la fiente. Voilà. Ça, choisissez un adversaire, il doit renvoyer 2 pigeons dans le groupe. Voilà. Donc c'est que des cartes comme ça. À ton tour de jeu, tu as toujours 3 cartes en main. Tu joues une carte, tu fais l'effet. Et c'est au joueur suivant. Et voilà pour Oh My Pigeon. Et ça marche plutôt bien. Jeu d'ambiance, rigolo, avec un matériel sympa. C'est plutôt fun.
My Pigeon, hop là, on va lui mettre une petite note. Alors je vais peut-être pas mettre un 6. Je vais peut-être pas mettre un 7. En général, quand je mets un 7, c'est que c'est un jeu que j'aime bien, que je suis convaincu. 6,5. Parce que ça marche pas, c'est pas vraiment typiquement le genre de jeu que j'aime. Tu trouves que c'est trop, 6,5? Allez, on va mettre un 6. Voilà, allez. 6, ça reste une note très convenable. Si vous aimez les jeux un petit peu d'ambiance où ça rigole, même des fois ça peut râler un petit peu autour de la table, des parties qui durent 10 minutes, un quart d'heure, c'est vite fait, c'est très fun. C'est donc un jeu chez Ravensburger, un jeu de Shannon Lyon et illustré par Alena Istif aux alentours de 17,90€. Typiquement, je pense que ça c'est un jeu qu'il faut pour Gaio Chico. C'est typiquement leur genre de jeu. Il est en PLS. Pourquoi? Encore avec Snowcrest? Mais non. Alors, je remonte un petit peu. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Mais pourquoi? Oh là là, mais qu'est-ce qu'il a raconté? Tu me fais un débrief en tout vite fait parce que là, j'arrive pas à lire en plus. Il en peut plus, mais à cause de quoi? C'est un jeu d'ambiance trop nul. Mais c'est pas trop nul, hein. N'importe quoi. J'ai préféré jouer à Oh My Pigeons où je me suis... voilà, c'est... Mais il faut le prendre pour ce qu'il est, en fait. Voilà. En fait, la note que je mets sur ma Ludo, c'est vraiment mon ressenti. Ça veut pas dire... C'est pas vraiment... En fait, c'est pas réellement... comme dans tous les jeux que tu notes, tu peux pas avoir le même critère de sélection et le même système de notation pour un jeu comme Oh My Pigeon, comme tu pourrais l'avoir sur... par exemple, on va y passer de suite. Hop là! Sur ce genre de jeu, par exemple Beyond the Horizon, tu vois, je pourrais très bien mettre un 6 pour Oh My Pigeon et je pourrais très bien mettre également un 6 pour Behind the Horizon par exemple. Alors on va y venir de suite hein, puisqu'il est là. Alors Behind the Horizon, je vais même pas arriver à le prononcer. Beyond the Horizon. C'est un jeu donc chez Cranio Édition, édité en français par Super Meeple. C'est un jeu de Adam Hill, Ben Pitchback, Deniska Chan, Matt Riddle et illustré par Agnieszka Droboweska et Clément Franz. Deniska Chan, c'est l'auteur, on va dire, original, puisque Behind the Horizon, c'est un petit peu la réédition de Beyond the Sun. Vous vous souvenez de Beyond the Sun, effectivement. Donc ça, c'est l'auteur original. Je ne sais pas s'il était... Il était tout seul pour Beyond the Horizon, de Sun. Et donc là, maintenant, il y a Matt Riddle, Ben Pitchback et Adam Hill qui se sont joints à lui pour Beyond the Horizon. C'est compliqué à dire, hein? Bah oui. Donc je vais arrêter de le dire. Alors il sort à la fin de la semaine, il sort le 7 février aux alentours de 66€. 66€, franchement c'est pas très cher. Hein. Il se joue de 2 à 4 joueurs, c'est à partir de 14 ans, donc c'est un jeu dans la catégorie expert, c'est du Super Meeple. Des parties d'environ 60 menteurs à 120 minutes. Par joueur peut-être, ouais. Non, j'exagère peut-être, c'est peut-être pas si long non plus, mais à 2, vous pouvez faire facilement 2 heures de partie. Hein. Surtout pour une première partie. Alors si vous connaissez Beyond the Sun, vous n'allez pas vraiment être dépaysé par rapport à cette version-là. C'est pratiquement, on va dire, la même chose au niveau des mécaniques, avec quelques petites nuances. Et c'est ce qui m'a un petit peu... j'aime beaucoup hein, Beyond the Sun, mais ça fait quand même un petit moment que j'y ai pas joué. Je sais que j'aime beaucoup. Voilà. Et celui-ci, eh bien en fait, j'aime aussi, parce que il est pareil, mais sans être pareil. Il y a toute cette partie dans Beyond the Sun avec l'espace lointain où on avait ce petit plateau à côté où on gérait un petit peu notre flotte de vaisseaux spatiaux avec les planètes. Et ça a été supprimé et ça a été remplacé par en fait une espèce de... alors c'est pas réellement de la conquête de territoire, mais en tout cas c'est de l'exploration où on va poser nos pions civilisation ou nos pions population, soit en colons, en explorateurs, soit en militaires, afin de consolider, afin de découvrir
la coloniser, voilà. C'est cette partie-là, en fait, vous voyez. Donc, ce sont des tuiles qu'on va découvrir au fur et à mesure de la partie, en les découvrant, en explorant, et on va pouvoir y rajouter dessus des bâtiments. Bref, je passe les détails, mais c'est ça qui est différent, en fait, dans Beyond the Horizon que de Beyond the Sun. On a toujours un plateau perso où on va développer en fait notre propre civilisation avec... Bon là le plateau il est vide, c'est dommage, mais il faut savoir qu'en début de partie en fait il est rempli de pions ici et de cubes ici. Et donc le but ça va être de s'en débarrasser en fait tout simplement pour que on gagne des points de victoire, des actions supplémentaires et nos actions vont être bonifiées. Et ensuite, toute cette partie-là, donc le plateau principal, avec des cartes qui vont être mises en début de partie, eh bien c'est exactement la même chose que Beyond the Sun, c'est-à-dire que nous avons différents niveaux de technologie qu'on va devoir donc découvrir au fur et à mesure de la partie. Les technologies de niveau 1, elles sont déjà face visible, donc c'est une action qu'on va placer notre jeton action ici pour aller découvrir en fait une action. Une fois qu'on découvre en fait une technologie, on va placer sur un des emplacements ici un de nos jetons qu'on aura précédemment débloqué. Et donc une fois qu'on a découvert, on a fait cette action, on a découvert une technologie de niveau 1 au choix, et bien par la suite ça va nous offrir d'autres possibilités, d'autres opportunités pour aller découvrir des technologies de niveau 2. Une fois qu'on aura découvert des technologies de niveau 2, on va pouvoir aller au niveau 3 et jusqu'au niveau 4, mais c'est forcément de plus en plus compliqué puisqu'il va falloir respecter des conditions, c'est-à-dire que pour découvrir cette technologie de niveau 2, il aura fallu précédemment découvrir les technologies de niveau 1, les deux précédentes. On voit un petit peu peut-être ici avec les flèches, voilà. Et au fur et à mesure, on va faire comme un arbre généalogique, en fait, si vous voulez, ça s'appelle en fait un arbre de technologie, de compétences, et tous ces systèmes là, comme ça, il faut avoir ces deux là pour trouver une autre, et ensuite il va falloir, etc. Donc, moi j'avais déjà beaucoup aimé Beyond the Sun, celui-ci, eh bien il est presque pareil, pas tout à fait pareil, ça j'ai beaucoup aimé, ça m'a bien plu en fait d'explorer et de coloniser en fait un plateau qui est commun en fait avec tous les joueurs. Ça c'est notre plateau perso, mais ça c'est commun à tous les joueurs. Alors à deux joueurs on n'a pas trop senti un petit peu alors il n'y a pas de bataille en fait, si vous voulez, on va pas s'affronter. Si ce n'est que si un joueur vient un petit peu sur le territoire qu'on a découvert, et bien on va essayer de le valider entre guillemets avant lui, soit avec des explorateurs, soit avec des militaires. Puisque à chaque fois qu'on fait cette action-là, de construire un bâtiment, enfin en tout cas de le coloniser ou de le fortifier, on va prendre un cube de notre plateau perso, donc améliorer notre plateau pour le déposer ici. Ça nous permettra à celui qui a fait cette action-là, poser un cube sur cette tuile, de marquer des points de victoire. Alors c'est très sommaire comme explication, c'est beaucoup plus, ça va quand même beaucoup plus loin que ça. Il y a beaucoup d'actions, enfin il y a 8 actions qui sont imprimées sur le plateau, des actions on va dire entre guillemets de base. Certaines actions sont sous condition, c'est-à-dire que pour faire cette action-là, il faut au moins avoir découvert une technologie de niveau 2. Mais également sur les cartes technologiques qu'on va découvrir au fur et à mesure, eh bien il va y avoir également des actions, des nouvelles actions qu'on va pouvoir également venir faire en plaçant son jeton d'action sur la carte. À la seule condition, évidemment, c'est d'avoir découvert cette technologie. Évidemment. Donc, si vous avez aimé Beyond the Sun, celui-ci, il ne devrait pas vous déranger. Même, je pense, au contraire, bien, en fait, ça renouvelle l'expérience de Beyond the Sun. Pour moi, très bien. Alors, c'est pareil. Le système de notation, c'est mon système à moi. C'est-à-dire que 7, pour moi, c'est un très bon jeu. J'ai peut-être pas envie de mettre un 7, donc je vais mettre un 6,5. C'est un très bon jeu. C'est pas un jeu en fait que vous allez faire comme ça en claquant des doigts. Il y a quand même une petite mise en place, mais c'est pas très compliqué. C'est pas le jeu que tu sors comme ça en 5 minutes et auquel tu vas te dire bon on va faire une trentaine de minutes de partie. Non, voilà, il faut prévoir. Beyond the Horizon, c'est le jeu que tu vas faire pendant une soirée. C'est le gros jeu. Après tu peux faire d'autres petits jeux, mais bon. Donc, je suis convaincu. Moi, ça me plaît bien.
Alors du coup, la ZDJ, qu'est-ce qu'il va dire? Alors vous avez mis 2 heures à 2. Ouais, c'est ça. Hein. Alors moi je trouve pas Beyond the Sun, je le trouve pas moche du tout. Moi je le trouve plutôt pas mal. Ça me plaît en fait. Voilà, c'est le thème espace. On est comme une espèce de tableau de bord assez futuriste. Ça ne me déplaît absolument pas. J'aime beaucoup. Beyond the Horizon. C'est pas, on est carrément dans un autre registre. Hein. Là, on n'est pas dans l'espace. On est réellement sur la terre ferme où on va découvrir en fait des terrains et explorer, etc. Mais j'ai pas trop ressenti en fait le côté civilisation en gros. Voilà, c'est pas trop ressenti. Alors que dans l'espace, en fait, voilà, ça ouvre un petit peu plus, on va dire, de possibilités. C'est beaucoup plus dans l'imaginaire, on va dire. Donc, alors, des jeux de livres, lui, toi, tu aurais mis 8. Ah non. La ZDJ 9, ok. Non, je vais pas aller au-delà de 6,5 parce que, bah, j'aime bien, mais je suis pas, voilà, c'est pas le genre de jeu, voilà, sur lequel je vais aller forcément. Je le proposerai volontiers, je jouerai volontiers, mais voilà, je suis plus des jeux un petit peu plus, on va dire, familial. Même si, voilà, Beyond the Horizon, c'est un très bon jeu. J'ai passé un très bon moment. Mais, voilà, c'est pas dans ma catégorie, on va dire. Voilà. Donc, si vous avez aimé Beyond the Sun, bah, Beyond the Horizon, vous pouvez y aller parce que c'est vraiment la même mécanique, les mêmes sensations, mais un petit peu différente. Ça propose, en tout cas, ça renouvelle l'expérience. Très franchement, c'est une belle recommandation, en tout cas, si vous avez aimé le premier. On va passer sur le jeu suivant, For a Crown, qui est un petit peu la surprise de cette année par rapport à sa nomination aux As d'Or dans la catégorie Jeu de l'année 2025. Donc, on a joué à For a Crown. Et ouais, mais oui, mais qu'est-ce que ça marche super bien. Franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit en fait aussi fun, aussi drôle. Alors, c'est un jeu où on va acheter des cartes, on va les mettre dans des sleeves et on va mettre toutes nos cartes en commun en fait entre tous les joueurs et on va, quand tout le monde a fait ses actions d'acheter une carte sur le plateau principal, eh bien on va dévoiler au fur et à mesure toutes les cartes et on va faire le joueur qui est propriétaire de la carte, qui est avec le sleeve, donc avec sa couleur de joueur, eh bien va faire l'action de la carte. L'action, c'est récolter des pièces, récolter des rubis, ou faire défausser des pièces, faire défausser des rubis à son adversaire. Le but du jeu, c'est d'avoir à la fin de la partie le plus de rubis possible pour être le grand gagnant. Et bien c'est pareil, voilà, ça marche super bien, c'est très rapide. Les règles du jeu, elles sont expliquées en 2 minutes 30. Et pour le coup, eh bien, For a Crown, c'est, je pense, le jeu que je vais proposer demain avec mes collègues. Qu'on puisse y jouer ensemble. Comme ça, on aura fait la sélection des As d'Or en fait au bureau. Donc For a Crown, voilà, c'est déjà au niveau de du matériel, c'est quand même plutôt super bien fait. Je vais vous l'ouvrir, je vais vous montrer quand même. Hop là, vite fait. Donc je vous passe les détails de la piste de réputation, etc., etc. Les cartes événements qui interviennent dans le jeu. Voilà, par exemple, ça c'est un coffre pour un joueur. On l'ouvre à l'intérieur, donc on va retrouver nos sleeves à notre couleur avec le petit fanion là vert. Donc hop là, voilà. Et à l'intérieur, on va retrouver notre objet précieux de famille, qui est de 10 rubis. Et on va retrouver également les 10 rubis. Ça, c'est secret. Donc, on va mettre tout ça à l'intérieur. Au fur et à mesure, on va acheter des cartes, on va les dévoiler, on va faire des actions. Et ça, c'est secret. Et en fait, ce qui est marrant aussi, c'est que on va essayer aussi un petit peu de bluffer parce qu'évidemment, personne ne sait ce que c'est que combien de rubis, en fait, on a
à l'intérieur de notre coffre. Donc on va essayer de bluffer en disant ah attends, viens pas m'embêter à moi, j'ai déjà bu plus beaucoup de rubis, essaye de faire défausser un rubis à lui parce que lui on sait qu'il en a plus, etc. etc. Donc c'est très drôle, ça râle, mais enfin c'est vraiment pas méchant puisque au tour suivant tu peux tout à fait très bien te venger. C'est vraiment une belle surprise. Donc effectivement ça a été un petit peu étonnant de le voir arriver en nomination, en nommé pardon, aux As d'Or alors qu'il est sorti la semaine avant pratiquement. Mais au-delà de ça, eh bien franchement il est très cool. Franchement il est super bien. Ça marche en fait, ça marche trop bien. Il n'y a pas de discussion à avoir sur le fait qu'il soit nommé aux As d'Or. Peut-être les dates sont un petit peu bizarres, mais bon bref, ça à la limite on s'en fiche, c'est le niveau de l'expérience du jeu qui c'est ultra validé. Et du coup il y a mon petit Captain Flip aussi, qui pour moi, et bien jusqu'à présent Captain Flip c'était une évidence, c'était l'As d'Or 2025, jeu de l'année, c'était clair et net. Bah oui, mais il y a Fort O'Crone maintenant qui arrive et qui débarque et qui bouscule tout. J'ai un gros doute. Alors Odin aussi qui est un excellent jeu pour parler donc dénommé dans la catégorie jeu de l'année aux As d'Or. Excellent jeu. Après, est-ce qu'il a, on va dire, les épaules pour avoir un As d'Or? Je sais pas. Voilà. Mais là du coup, bah voilà, Fort O'Crone qui arrive et qui débarque comme une bombe et bah là je sais pas, je pourrais pas me prononcer sur qui pourrait remporter l'As d'Or entre Fort O'Crone et Captain Flip. Non, tu vois, ZDJ, j'ai pas tellement râlé. Alors qu'en plus, je me suis fait... Et sur une partie, on en a fait plusieurs, avec Julien et Nancy. On en a fait plusieurs. Il y en a une, ils m'ont carrément viré. En fait, ils se sont acharnés, presque, entre guillemets. Et ben, au bout d'un moment, je me suis retrouvé sans rubis dans mon coffre. Et ben, je suis éliminé, je quitte la partie. Mais j'ai pas râlé, en fait. Mais c'est drôle, parce que c'est tellement rapide que tu refais une partie, tu te venges. Enfin, non, je sais pas. Je sais que je suis un râleur, mais là non, j'ai pas râlé. Il parle jamais du thème. Oui, bon, le thème, allez, il y a un royaume qui cherche en fait à un nouveau roi, une nouvelle reine. Qui jusqu'à présent il n'y en avait pas. Donc ce sont les grandes familles, donc chaque joueur incarne une grande famille qui va se disputer un petit peu pour avoir le plus de prestige, de réputation, et à la fin de la partie, celui qui a le plus de prestige et de réputation est sacré roi ou reine de l'Empire. Voilà, du royaume. Ouais. Mais oui. Non, mais franchement, c'est vraiment très très cool. Genre, il a pas râlé. J'ai pas tant râlé que ça. Je me suis fait éliminer, j'ai pas quitté la table pour autant. Je vous ai regardé jouer, j'ai rigolé, je me suis bien amusé, même sans, en étant éliminé de la partie. Les parties, elles durent même pas 30 minutes, ça va. Donc on en a fait plusieurs d'affilée, ça a enchaîné, il n'y a aucun problème. Il se joue de 3 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes maxi. 8 ans et plus, mais c'est carrément ça, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de lecture, pas de problème. Par contre, c'est vrai qu'il se joue qu'à partir de 3. Alors oui, parce qu'à 2 ça n'a aucun intérêt, parce que forcément ça va être du ping-pong. Bon, c'est pas ouf. Peut-être je vais essayer de voir pour me créer en fait une variante à 2 joueurs, parce que tellement je me suis amusé que j'ai envie quand même d'y rejouer, même quand on est que tous les deux. Donc il est sorti le 17 janvier aux alentours de 30€. C'est un jeu de Maxime Rambourg et illustré par Paul Mafayon. C'est un jeu édité chez Repoprod, distribué par Asmodée. Il a déjà le petit label nommé Jeu de l'année 2025 aux As d'Or. Et voilà, donc est-ce qu'il remportera l'As d'Or? C'est une grande question. Là, je ne peux plus me prononcer parce que je vous avoue que j'étais tellement persuadé pour l'instant que Captain Flip allait être nommé. Ça, c'était une évidence, ça ne pouvait pas être autrement. Je ne voyais pas pour l'instant qui pourrait arriver à battre en fait Captain Flip dans le jeu de l'année, en fait, c'est-à-dire dans son accessibilité, dans son gameplay, dans tout quoi. En fait, c'est l'As d'Or jeu de l'année, c'est un tout. Et voilà.
Donc en tout cas, pour moi, en tout cas, le jeu de l'année, en tout cas des As d'Or, c'est un jeu qui est assez fédérateur et qui est accessible à tous. Captain Flip coche toutes ces cases. Forochrone, il les coche aussi en fait. Hein. C'est pas du tout la même mécanique, on n'est pas dans l'affrontement direct, mais il coche aussi toutes les cases d'un jeu simple, accessible, pas très long. Les règles, elles sont ultra simples. On peut jouer avec des enfants, on peut jouer avec des ados, des adultes, des personnes plus âgées. Ça passe avec tout le monde. Voilà. Donc ça, on le saura fin février au niveau des As d'Or. Et hop, on va repasser là pour le dernier jeu de cette sélection, c'est Diluvio chez Zacatrus, qui sort le 7 février aux alentours de 25 €. C'est donc chez Zacatrus, c'est un jeu de Angel Cruz, Juan Bardelio, Matteo Martin et illustré par Patricia Deblas. C'est un jeu très familial qui se joue de 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 à 40 minutes. C'est un jeu, déjà il est super mignon, moi je trouve ça super chou. On dirait un petit peu presque des illustrations pour des livres pour enfants, je trouve ça super mignon. Mais c'est pas un jeu pour enfants en fait, hein. Pour autant c'est un jeu familial, donc à partir de 8 ans. On peut jouer avec des enfants, on peut jouer avec des ados, on peut jouer entre adultes, ça marche très très bien. Donc, on a un plateau principal comme ça, où on va chacun choisir une espèce d'animal qu'on va positionner sur le plateau principal. Donc il ne faut pas qu'il soit ni sur la même ligne, ni sur la même colonne, etc. Il y a une petite mise en place, bref. Je passe les détails. Et tout simplement, à notre tour de jeu, on va jouer des cartes et lancer un dé. Ces cartes-là, elles ont des actions. Tout simplement, quand je joue une carte, j'ai fait son action. Les actions, principalement, c'est de déplacer un de nos personnages, déplacer le radeau. Ça va être également d'aller essayer de pousser son adversaire. Puisque nous sommes des animaux dans la forêt, eh bien le déluge arrive. Le déluge arrive et on va essayer de se protéger, en tout cas en montant dans ce deuxième plateau qui est à côté, dans ce radeau pour être sauvé du déluge. Et ce qui est rigolo, c'est que sur ce plateau, donc sur le premier plateau là, alors on le voit pas bien, mais je vais peut-être vous le montrer. Le matériel est quand même assez ouf pour ce jeu, puisque en bas en fait on le voit pas, mais là où il y a l'espèce de jeton radeau, ici là il y a une espèce de barrette qui représente en fait la montée de l'eau. En fait c'est ça. Alors hop, je me mets comme ça, je vais me mettre comme ça. Voilà cette barrette là en fait, qui est un petit peu surélevée, qu'on va positionner en début de partie sur le plateau en bas. Et au fur et à mesure qu'on va lancer le dé, puisqu'on est obligé au moins de lancer au moins une fois le dé dans notre tour de jeu, et bien si le dé revient en haut, s'il fait en fait le tour une fois, donc au bout de 3 déplacements, eh bien on va monter cette petite barrette comme ça. Paf. Tous les jetons animaux qui vont être mis dessous, eh bien ils vont être transférés sur l'autre plateau qu'on a ici, en bas, là. Ils sont dans l'eau. Ils sont pas perdus, mais en tout cas ils sont dans l'eau. Sinon, on va avoir des actions pour transférer nos animaux qui sont dans la jungle, avant qu'ils ne soient submergés par les flots, dans le radeau qui est ici. Donc il y a plein d'actions supplémentaires. Et ce qui est rigolo, donc il y a ce premier plateau avec cette petite tablette qui va se positionner, qui va au fur et à mesure monter. Et bien sur le plateau radeau, on a une espèce de petit calque comme ça, de feuilles transparentes, de calque, qu'on va positionner ici. Et bien il y a des actions qui vont nous faire en fait une espèce de tsunami. Et donc ça va bouger. Donc les jetons qu'on aura positionnés dessus, eh bien ils vont bouger. Et si le jeton se retrouve en dehors du radeau, eh bien paf, il se retrouve dans les flots. Donc il va falloir refaire une action pour qu'il remonte sur le radeau. Donc on n'y a joué qu'à 2. J'ai hâte de voir ce que ça donne à plus, parce que ça va... Là aussi, je pense que ça peut réellement
bien râler en fonction des joueurs. Mais je pense que le truc, c'est qu'il y a des actions qu'on va vouloir faire, mais qu'on ne va pas pouvoir faire parce que si jamais on fait une action de monter le niveau de l'eau, ben peut-être qu'on a un jeton de notre propre animal, et donc on va se retrouver également à la flotte. Donc voilà. Donc malgré non, mais même avec ces illustrations de livres pour enfants assez choupi, c'est pas spécialement un jeu pour enfants, c'est un jeu familial à partir de 8 ans. Donc comme je disais, 2-4 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 30 minutes. Moi j'ai passé un bon moment, j'ai trouvé ça très très rigolo, très fun. La manipulation du matériel est plutôt rigolote, vous voyez, donc on le voit, le calque ici, là, avec les jetons qui sont dans l'eau. Les jetons qui sont dans l'eau, ils sont pas perdus pour autant, ils vont pouvoir remonter sur le radeau, on va pouvoir pousser les autres, on va pouvoir donc bouger le calque ici pour mettre ses adversaires dans l'eau. Voilà, ça c'est toutes les cartes avec les actions. Donc à mon tour de jeu, je joue soit 2 cartes et je lance le dé une fois, soit je joue une carte et je lance le dé 2 fois. Voilà. Donc hop, voilà pour Diluvio. C'est un jeu familial, fun, avec un beau matériel, très agréable, tout ça à manipuler. Moi je suis plutôt convaincu. Qu'est-ce que je lui mets comme note? Un petit 6? C'est bien 6. Hein? Ouais. Mais vraiment, on y a joué à 2, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne à 4. Parce qu'à 4, je pense que ça a une autre tournure. À 2, en fait, ça va être de l'affrontement direct, en fait. On va vraiment essayer de mettre l'autre dans l'eau. Par contre, à 4, je pense qu'on va un petit peu se gêner, c'est-à-dire que si je pousse lui dans l'eau, ça va me pousser moi aussi dans l'eau. Ou si je fais monter l'eau trop vite, mes animaux ils vont être également dans l'eau. Donc voilà, à voir ce que ça donne. Je sais pas pourquoi ils disent de 2 à 6 joueurs là. Parce que sur la boîte c'est marqué de 2 à 4, mais en fait je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup plus de couleurs d'animaux que ça. Il y en a plus que 4 en fait. Il y a les oranges, les jaunes, les violets, les roses. Non, ça se joue de 2 à 6 joueurs. Je pense qu'il y a une erreur d'impression sur la boîte. Il y a les violets, jaunes, verts, orange, rose. Enfin, il y a tout ça comme couleur. Donc oui, ça se joue certainement à 2 joueurs, à plus que 4 joueurs. Bref. En tout cas, nous, on y jouera à 4. Voilà pour Diluvio. Et nous avons fait le tour. 6, bah ouais, ça se joue à 6. Alors sur la boîte, il y a marqué 2-4. Je sais pas, j'ai pas lu de règles du jeu spécial comme quoi ça se jouait qu'à 4. Bref, petite erreur d'impression sur la boîte. Hop. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur Twitch en live. Merci infiniment d'avoir suivi, d'avoir regardé, d'avoir commenté. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à venir sur Twitch tous les lundis soirs vers 20h pour le débrief ludique où ensemble, comme on vient de faire, on parle des jeux de société, on échange également avec les personnes qui sont en direct dans le live. C'est tous les samedis matins vers 11h également où on parle des jeux de société qui sont sortis la veille, le vendredi, donc des nouveautés. Sinon, je suis le Meeple Vert sur Instagram. Tous les jours, les stories de découverte et de partage, en plus des reviews des jeux de société. Je vous retrouve pour le prochain live Twitch, donc le samedi à 11h pour les sorties. Et en attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine et amusez-vous bien. Salut!